Et donc on se retrouve avec Mathieu de Finacop, coopérative d'expertise comptable et juridique, spécialisée dans ces questions justement sur le SS et sur le monde des associations, pour parler d'un point assez précis mais qui finalement est quand même vachement important sur ces questions de subvention versus prestation, qui est la question du seuil fiscal de non-lucrativité. Alors peut-être question simple pour commencer, Mathieu, qu'est-ce que c'est finalement la lucrativité au sens d'une asso ? Alors la lucrativité, c'est plus complexe que ce qu'on imagine. On commence bien. Je parlais des subventions tout à l'heure. On pourrait en dire aussi plein de choses, parce qu'il y a les subventions d'exploitation, d'investissement, enfin il y a plein de types de subventions. Là, la lucrativité, il y a au moins deux définitions. Il y a une définition juridique, c'est-à-dire que dans l'objet même d'une association, au sens de la loi 1901, on dit qu'on se réunit pour mener des activités dans un but autre que réaliser des bénéfices pour ses membres. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est on fait autre chose qu'aller chercher du bénéfice. C'est là où la ligne de fracture avec des sociétés. Voilà, on parlait des entreprises, mais on va dire des sociétés, parce qu'entreprise, ça peut inclure potentiellement les associations, si on a une activité économique. Donc les sociétés, c'est dans un but de rechercher des bénéfices. Voilà, c'est ça la différence. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire désintérêt, donc gestion désintéressée des membres de l'association, qui doivent être non rémunérés ou peu rémunérés. Et absence de distribution des bénéfices et de réserve pour les membres de ce qu'on appelle de l'actif si jamais l'association disparaît. Donc ça, c'est la définition juridique qui fait lien avec la deuxième définition, qui est une définition fiscale, où là, on parle d'asso, alors fiscalement lucrative ou non. Et ça va déterminer est-ce qu'on va payer des impôts commerciaux ou non. Sachant qu'une association est présumée être non lucrative, donc ne pas payer d'impôts. Pour autant, on va regarder réellement au quotidien si elle respecte tous les critères. Et donc les impôts commerciaux, c'est quoi ? Est-ce que vous les connaissez ici ? La poche de société. Yes. Ouais, yes. TVA. Oui. Et les moins connus, c'est la taxe d'apprentissage, qui est sur les salaires, la masse salariale brute, et aussi la contribution économique territoriale, la CET, qui englobe la CFE et la CVAE. Ça devient compliqué. Avant, on va rester des assos, ça va être plus simple. On parlait de taxes professionnelles avant, pour les plus anciennes. Donc pour ça, la non-lucrativité au sens fiscal, on va regarder ce que je disais tout à l'heure, les premiers critères de gestion des intéressés, etc. On va regarder si l'association n'a pas trop de liens privilégiés avec des sociétés ou des structures même associatives qui paieraient de l'impôt. Donc on parle d'absence de liens privilégiés. Et on va regarder si les activités menées par l'association sont concurrentielles avec le marché. Et alors là, c'est une analyse assez fine, un peu comme une étude de marché qu'on doit faire, à savoir les fameux 4P. Donc on va regarder si le prix, le public, le produit et la publicité sont différentes que les concurrents. Je vous donne un exemple. Demain, si j'organise une balade pour faire découvrir des livres ou autre chose dans la ville, on va regarder s'il y a des concurrents qui le proposent ou pas. Et sinon, mais tant mieux, on est hors champ concurrentiel. Et si oui, on va regarder si on exerce l'activité dans des conditions différentes que des structures lucratives. Donc, est-ce que le prix, par exemple, est de 30% inférieur au prix du marché ? Là, on respecterait. Est-ce que le public visé, c'est plutôt les personnes exclues ou pas par le marché ? Le produit, etc. Est-ce qu'on fait de la pub ou pas ? Donc ça, c'est une étude. Et pour ça, après, on pourra aller dans le détail. Est-ce qu'il faut faire un rescrit fiscal ou pas ? Voilà. Mais mine de rien, on pourrait se dire que on mène une action de la même manière qu'une entreprise privée classique, mais pour des finalités qui sont différentes, qu'on ne redistribue pas les bénéfices, etc. Donc finalement... Ouais. Oui, mais ça ne suffit pas. Mais on pourrait se dire ça. Mais le fisc, lui, regarde, est-ce que potentiellement, ça peut être de la concurrence déloyale, parce qu'une asso pourrait faire la même chose sans TVA, alors qu'un commerçant soumis à TVA pourrait le faire avec TVA. Et j'imagine qu'en plus, il y a certaines formes, alors je ne dis pas de manière anonyme, parce que c'est un exemple qu'on vit dans l'asso dans laquelle je suis, mais notamment par exemple la différence entre un mécène et un sponsor. Ce qui sont, concrètement, c'est quasiment pareil. Enfin, je veux dire, c'est souvent qu'une variation sémantique, et pourtant il y en a un qui est du revenu non lucratif et l'autre qui est du revenu lucratif. Donc des fois, c'est quand même très très fin et flou, la limite. Oui.
Oui. On va regarder vraiment dans le détail. Alors maintenant qu'il y a une trentaine d'années de pratique, de doctrine fiscale, on sait plutôt bien mettre la limite, mais c'est vrai que des fois, on ne sait pas toujours et on se réunit à plusieurs cerveaux d'avocats, juristes, experts comptables et avec le porteur de projet pour jauger le risque. Mais sur le mécénat et sponsoring, pour le coup, c'est assez bien défini. Parce qu'on va regarder précisément le niveau de contrepartie, hein, si jamais on offre, s'il y a une contribution et en face, il y a une potentielle contrepartie. Normalement, on peut offrir des contreparties quand on reçoit du don ou du mécénat. Il faut qu'elles soient soit morales, c'est-à-dire un merci ou un usage spécifique de la contribution, soit matériel mais symbolique. Donc il faut qu'il y ait une disproportion très nette. Un exemple, je lance une plateforme fais une campagne de crowdfunding. Il faut que la valeur de ma contrepartie soit inférieure à 25% de la contribution de départ. Donc, dans le cas du sponsoring, on va évaluer plutôt sur la taille du logo ou du mécène ou la récurrence, le nombre de fois où c'est communiqué. Donc, il y a plein d'exemples qui sont dans le bulletin officiel, le BOFIP, de la finance publique. Et du coup, disons que maintenant, on a des revenus lucratifs et que du coup, on va se poser la question de à partir de quel montant, de quelle proportion on n'est plus non lucratif. On dit souvent 30%. Alors, moi, j'essaie de schématiser en 3. Il y a 3 scénarios possibles. Je suis une association qui a des activités lucratives, donc concurrentielles, accessoires et inférieures à 72 000 € par an. Là, je suis totalement non lucratif, donc je ne paye aucun impôt. L'accessoire, on peut s'y attarder, c'est, comme tu dis, à peu près 30% ou un tiers des activités globales. Je pourrais même aller un peu plus dans le détail. Donc, on peut l'apprécier soit en termes de ressources économiques, soit en termes de moyens utilisés. Donc, ça fait le lien avec le prochain podcast sur le bénévolat. C'est-à-dire qu'on pourrait gonfler les activités non lucratives en valorisant aussi le bénévolat, tout en respectant la réalité du bénévolat. Et donc, on regarde aussi les contributions en nature, si jamais il y a de la mise à disposition de locaux ou autre chose, tout ce qu'on peut valoriser pour gonfler la partie non lucrative sera utile. Donc ça, c'est le premier cas. C'est quand même un peu de capillotracté, comme on dit. Voilà, toujours dans la sincérité des comptes. Ensuite, on a le deuxième cas où les activités lucratives restent toujours accessoires, donc en dessous d'un tiers, mais dépasseraient 72 000 € par an. Donc là, on est dans le cas de la sectorisation, c'est-à-dire qu'on va payer des impôts uniquement sur les activités lucratives. Et donc, on va sectoriser, on va faire une comptabilité que pour les activités lucratives. Donc, on va faire une comptabilité analytique, concrètement, sur l'activité lucrative et une sur le non lucratif. Et le troisième cas, c'est quoi ? C'est on est lucratif. Ouais, donc quand on a des activités lucratives qui dépassent 33%, donc elles ne sont plus accessoires. Et là, c'est imposition globale de l'association. Et pour éviter ça, ce qu'on préconise, c'est qu'on préconise une filialisation. C'est-à-dire qu'on va créer une société coopérative ou commerciale ou une association même fiscalisée à côté pour isoler les activités lucratives. Et parfois, on va même le faire dans le cas numéro 2 pour éviter la sectorisation aussi, si on ne veut pas s'embêter à payer que sur la partie lucrative. Mais le fait de filialiser la structure juridique qui aurait les revenus lucratifs, finalement, est-ce qu'elle va reverser ses bénéfices, j'imagine, à la première structure ? Donc finalement, ça reste des revenus lucratifs. Est-ce que ça change vraiment quelque chose à la fin ? Oui, parce qu'on va reverser qu'une partie, à savoir les éventuels dividendes, qui seront des ressources lucratives, mais ça ne sera pas à hauteur du chiffre d'affaires, ça sera beaucoup moins important. On a l'impression que c'est souvent des montages extrêmement complexes. Enfin, on voit plein d'assos autour de nous qui, effectivement, ont une structure non lucrative, une structure lucrative, des fois plein d'autres trucs à droite et à gauche. C'est hyper compliqué à comprendre. On ne sait jamais trop où donner de la tête. On ne sait jamais même si c'est une bonne idée de faire ça. Est-ce qu'il ne faut pas juste accepter qu'on soit lucratif, point barre ? Alors, je te dirais, si on veut simplifier la vie, c'est toujours mieux de garder une seule structure. Ensuite, si on veut maximiser le type de ressources, et là on revient au sujet, est-ce qu'on doit être dépendant des subventions ou dépendant du mécénat, etc. Ça pose la question finalement de l'hybridation, la diversification des ressources pour éviter d'être dépendant d'une seule catégorie de ressources. Et malheureusement, on ne peut pas cumuler toujours tous les avantages
Des fois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'on dit ouais, il y a moins de subventions, donc il faut plus de ressources privées. Donc des fois, tu vas faire plus de ventes. Tu vas pas toujours être sûr d'avoir l'intérêt général, etc. Donc là, tu peux arriver à des situations à devoir fiscaliser. C'est pas toujours préférable parce que si ça t'empêche de, par exemple, d'avoir du mécénat, ça peut être problématique. Donc après, on peut aussi devenir lucratif et s'appuyer sur une autre association ou un fonds de dotation ou une fondation pour mener nos activités d'intérêt général. Voilà, ça peut aussi permettre de renouveler des partenariats, recréer des partenariats avec d'autres structures aussi. Et j'ai peut-être une dernière question pour finir. Justement, cette question du seuil de lucrativité, j'ai l'impression qu'elle revient tout le temps. Est-ce que toi, parmi les assos que tu peux rencontrer à travers Finacop, c'est quelque chose qui est justement très systématique? Est-ce que c'est juste un problème que Yael et moi, on se pose depuis 4 ans sans arriver à résoudre? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment un vrai problème de toutes les assos? Et j'ai d'autant plus le sentiment que, en fait, on nous pousse, et c'est ce que tu disais un peu Domitil tout à l'heure, c'est qu'on nous pousse à aller finalement de plus en plus vers des revenus lucratifs quand on a des subventions, parce qu'on nous dit « Ah oui, mais il ne faut pas que vous soyez dépendant aux subventions ». Et donc finalement, on a ce besoin de garder cet équilibre 30-70, 30%, 70%. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates au quotidien ou pas? Oui, nous on a concrètement des juristes qui font que ça, des missions. Alors il y a 2 niveaux, évaluation, audit de la non-lucrativité et de l'intérêt général, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a 2 étages dans la fusée, c'est un peu comme ESS et ESUS. Voilà, il y a une proportionnalité des avantages par rapport aux engagements. Donc la base, c'est non-lucrativité. Ensuite, pour arriver à l'intérêt général, c'est les mêmes critères que la non-lucrativité. Mais à ça, tu ajoutes une contrainte qui est de devoir être dans une liste d'activités éligibles. Donc pour raisonner à l'inverse, il y a des activités qui ne sont pas éligibles. Par exemple, si je suis non lucratif mais que je fais du plaidoyer, là c'est considéré comme trop indirect en termes d'intérêt général, donc le fisc refuse. Ou si je fais de la recherche fondamentale, par exemple. Donc c'est le genre de mots-clés qu'il ne faut pas mettre ni sur le site web, ni dans les statuts, ni dans la demande. Enfin, la demande, le potentiel rescrit. Et nous, on va être vigilant par rapport à ça. Et on va, après, en termes d'opportunité de faire le fameux rescrit fiscal ou pas, on conseille dans 90% des cas de ne pas le faire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des directives de Bercy, donc des centres des impôts, de dire non dès qu'il y a le moindre doute sur est-ce qu'on est non lucratif ou d'intérêt général, parce qu'il y a donc, du coup 2 types de rescrits. Donc, on préfère dire aux structures, faites votre autodiagnostic. Nous, on vous aide à le faire et on va même jusqu'à produire une attestation. S'il y a un financeur qui demande le fameux rescrit, on dit non, mais vous savez, comme nous, c'est une hypocrisie. Très peu de structures ont ce rescrit. Donc, soit c'est une attestation du président, de la présidente, soit s'il y a besoin de Finacop qui se positionne sur les critères. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces renseignements. Et je repasse la main à Yael pour la dernière partie de cet épisode. Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos.